Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de Central Supélec Executive Education sur le cloud. Alors avec une dizaine d'années de recul, on pourrait dire que le cloud est devenu business as usual, qu'il a été remplacé à la une de la presse spécialisée par d'autres thèmes plus en vogue comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou la blockchain. Néanmoins, ne peut-on pas dire qu'il induit véritablement une rupture majeure dans la façon de construire des systèmes d'information. Donc il implique une mise à jour complète de nos compétences et de notre approche de l'IT. Et que surtout cela est loin d'avoir été accompli par une majorité d'entreprises, alors que c'est essentiel pour réussir sa transformation digitale. Eh bien, ce sont les convictions que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai donc avec moi dans ce webinaire Rania Waret, en charge de la commercialisation de nos formations interentreprises et du développement des programmes sur mesure auprès de grands comptes. Bonjour Rania. Bonjour. Bonjour. Guillaume Plouin, CTO de la startup Domofit, il est intervenant et responsable de domaine à Central Supélec Executive Education. Bonjour Guillaume. Bonjour. Yann Bello est architecte d'entreprise en charge de la stratégie cloud pour le groupe Lireco. Bonjour Yann. Bonjour. Et Mohamed Jridi, donc CTO, cofondateur de la société Omicron, éditeur de la solution City as a Platform. Bonjour Mohamed. Bonjour. Voilà, moi-même, Pierre-Frédéric Rouberti, je suis en charge de formation à l'architecture DSI et au digital à Central Supélec Executive Education. Je serai votre hôte aujourd'hui. Alors, nous allons passer ensemble à peu près 1 heure avec 3 temps. Donc, premièrement, Guillaume va nous présenter sa vision de l'impact du cloud sur les métiers et sur les pratiques d'architecture DSI dans notre rubrique Parole d'expert. Ensuite, Yann et Mohamed partageront leur expérience, comment le cloud a changé leur parcours professionnel, ainsi qu'un retour d'expérience sur un projet réussi avec le cloud. Et Rania évoquera donc nos formations pour vous accompagner dans votre montée en compétences sur le cloud. Et enfin, 3e temps, nous échangerons avec vous pour répondre à toutes vos questions que vous pourrez nous adresser tout au long de ce webinaire par l'intermédiaire du chat. Voilà. Donc, commençons tout de suite par l'introduction avec Guillaume. Donc, Guillaume, tu es un fin connaisseur du cloud depuis plus de 10 ans. Tu es observateur de son développement. Tu as écrit 2 livres chez Duno sur ce thème. Tu développes des solutions à base de cloud dans ton entreprise, Domofit, qui œuvre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. Et bien sûr, tu enseignes le cloud dans des séminaires, mais également dans des formations à Central Supélec Executive Education. Alors, quel message souhaites-tu passer aujourd'hui ? Tu veux juste un message ou je commence ma présentation? Bon, toute ta présentation est un message. Ouais. Alors voilà les messages un peu importants que je vais essayer de passer ce matin, c'est que on distingue un peu ce qu'on appelle l'IT à l'ancienne. Alors là, ce que j'appelle l'IT à l'ancienne, c'est l'IT des années 2000. Vous savez, c'est l'époque de WebSphere, WebLogic, des choses comme ça, j'y reviendrai. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui différencie cette IT des années 2000 avec l'IT Cloud Ready. Et on s'apercevra sans doute que certains d'entre nous, en particulier dans des grandes entreprises, on utilise encore un peu cette IT à l'ancienne. Ensuite, on va parler des bénéfices du cloud. En quoi est-ce qu'il y a des bénéfices en termes d'architecture? On va parler de sujets un peu plus pointus que juste dire ça fait baisser les coûts. Et puis, j'essaierai d'introduire la position de l'architecte aujourd'hui en disant, d'une certaine manière, que aujourd'hui, il est indispensable pour l'entreprise que ces architectes aient une compétence cloud. Voilà, j'essaierai de vous convaincre de tout ça au travers de la présentation. Voilà, donc on va peut-être passer à la première slide. Alors, je vais faire un distinguo entre 2 éléments de l'architecture matérielle et l'architecture logicielle. Et donc, pour commencer à présenter cette architecture que j'appelle à l'ancienne, alors je vous ai mis des photos de serveurs Sun. Alors, j'ai rien contre Sun, au contraire, j'aimais beaucoup Sun à l'époque, mais il se trouve que ça m'avait marqué, en fait, au début des années 2000. Ces serveurs qui étaient violets, je les trouvais très beaux, très esthétiques, et ils me donnaient une impression de quelque chose de précieux, de très résilient, et c'était du matériel de haut niveau. Et en fait, à l'époque, la résilience était assurée par le matériel, c'est-à-dire qu'on avait des très belles machines qui avaient des tas de redondances matérielles, qui étaient extrêmement solides et qui étaient belles. Je me souviens aussi avoir vu une fois chez Métro France un Cray. Un Cray, vous savez, c'était une machine très très belle, ronde, avec un peu comme on voit dans les films de science-fiction, quelque chose de très esthétisant. Enfin bref, ces machines-là, elles avaient un côté intéressant, c'est qu'elles étaient donc très solides, mais par contre, le choix qu'on faisait de cette machine-là était très structurant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était parti sur un Cray ou sur un mainframe, c'était difficile de faire évoluer ça vers autre chose. Donc le choix initial du matériel était extrêmement structurant.
et on pouvait éventuellement un peu l'upgrader, mais c'était quand même des choix qui nous engageaient sur plusieurs années. Et donc, on pouvait pas faire grand-chose en termes d'agilité. Et puis, on faisait ce qu'on appelle du CAPEX, c'est-à-dire qu'il y avait un gros investissement initial. On construisait un data center selon une architecture qu'on avait décidée. Et il y avait un gros investissement pour construire le data center. Alors, l'exemple du CREA, je trouvais intéressant parce que c'était des machines extrêmement chères, extrêmement spécifiques. Voilà. Et donc, du coup, on avait une garantie d'intégrité qui était selon la topologie qu'on avait. Donc, est-ce qu'on avait plusieurs sites, plusieurs centres serveurs, éventuellement distants de plusieurs kilomètres ou pas. Et la garantie de disponibilité aussi était très liée à la topologie qu'on choisissait au début du projet. Mais une fois que cette topologie était choisie, eh ben, on ne pouvait pas tellement revenir dessus. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais travaillé il y a quelques années pour le MICEN, le Minuté Central des Notaires de France. Vous savez peut-être que tous les actes notariés aujourd'hui sont numérisés et c'est le document numérique qui a une valeur légale. Et donc, ils avaient créé une architecture dans les années 2000 où il y avait 2 data centers distants dans le sud de la France. Voilà, cette architecture, elle était définitive, quoi. Elle était difficile à faire évoluer. Donc, on verra qu'avec le cloud, c'est un petit peu différent. Je vais passer à la suite. Alors ensuite, il y avait, donc je voulais distinguer aussi la partie logicielle. Alors, dans les années 2000, la partie logicielle est souvent adressée par des solutions de gros éditeurs. Alors, on se souvient d'Oracle, IBM, Microsoft, SAP. Il y avait aussi Sun, WebLogic, il y en avait plein d'autres, hein, mais qui ont été absorbés depuis, en particulier par Oracle. Donc, moi, je me souviens de WebLogic, de Tuxedo, de DB2, de Tivoli. C'était des grosses infrastructures logicielles à l'époque. On pouvait faire des clusters, on pouvait faire en sorte d'avoir des architectures qui scalent un petit peu, mais ça ne scalait pas de manière infinie. Hein. C'est-à-dire qu'avec un cluster DB2, on ne pouvait pas adresser 2 milliards d'utilisateurs comme le fait Facebook. On avait aussi des montées de version assez complexes. Hein, quand il fallait faire une montée de version, par exemple, de WebSphere, c'était un vrai travail pour certains consultants. On ne faisait pas beaucoup de déploiement du code en continu. Donc, c'était des architectures logicielles qui étaient un peu statiques et pas très scalables. Donc, on avait des problématiques de montée de version qui pouvaient mener à des très, très gros projets de migration et qui n'étaient pas simples à gérer. Et puis, on avait des architectures qui étaient un petit peu standardisées, c'est-à-dire qu'il y avait le serveur d'application, donc WebSphere, WebLogic, la base de données, DB2, SQL Server, le serveur LDAP, Sun, Novell, et puis le fameux EAI, alors ça pouvait être WebMethod, ça pouvait être Vstalk. Et donc, ces architectures, elles étaient un peu structurées toujours de la même manière. Et aujourd'hui, ce que proposent les architectes du cloud ou les géants du web, c'est des architectures plus variées, plus adaptées à des besoins un peu spécifiques. On va voir dans la suite. On va peut-être passer à la suite. Alors, donc, sur l'architecture, donc maintenant matérielle qu'on va retrouver dans le cloud, alors un des points qui est très différenciant, c'est qu'on n'a plus des belles machines, comme je l'évoquais tout à l'heure avec les Cray et les machines violettes de Sun, mais on a plutôt du commodity hardware, c'est-à-dire que c'est des machines un peu d'entrée de gamme, comme on voit sur l'image, qui sont, on va dire, faites à moindre coût. On voit qu'on a des CPU, des disques durs en local, ça n'a pas l'air d'être très, très sophistiqué, et d'ailleurs, il n'y a pas de véritable redondance matérielle. En fait, l'idée, c'est que la résilience est assurée par le logiciel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines. On a des data centers avec des milliers de machines, et puis il y a un logiciel d'infrastructure qui est capable de dire ah bah tiens, une machine a craché, c'est pas grave, je recopie les données ailleurs. Si je vous la fais un peu rapide. Hein. Donc on a plus vraiment, on compte plus sur le hardware. On parle de design for failure. On compte plus sur le hardware, on compte sur le logiciel. Et donc ça nous permet du coup d'avoir des tas de machines un peu standardisées. Et donc, les machines, alors il y a un terme qu'on n'emploie pas forcément pour les machines, mais qui est Pates versus Cattle, pardon. C'est-à-dire que les machines, c'est plus des machines identifiées, mais il y a un troupeau de machines gigantesques, en fait. Et donc, il y a une notion de gain d'échelle, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de machines, ben, on travaille à l'échelle, donc on fait baisser les coûts, comme toutes les machines sont nombreuses et standardisées. Il y a une forme d'élasticité, parce qu'on peut, comme on a beaucoup de machines, rajouter des ressources pour un client de manière assez facile, pardon. Et grâce à cette élasticité, ben, on peut avoir des garanties intéressantes sur la disponibilité et gérer ce que j'appelle moi l'effet journal de 20 heures. L'effet journal de 20 heures, c'est, vous savez, vous annoncez qu'il y a un nouveau service qui vient de sortir, par exemple, je sais pas moi, Géoportail, comme ça a eu lieu il y a quelques années, l'équivalent de Google Maps en France. Et puis, il y a à ce moment-là, comme c'est annoncé au journal de 20 heures, des millions de personnes se connectent. Et grâce au cloud, je peux mettre de la ressource suffisante pour que ça ne s'écroule pas
lorsqu'il y a une annonce au journal de 20 heures. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les architectures des années 2000. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Par ailleurs, il y a une topologie souvent internationale, c'est-à-dire que les grands acteurs du cloud ont des data centers un peu partout dans le monde, donc la résilience, l'intégrité des données est assurée par cette duplication internationale. Et puis souvent, enfin, presque tout le temps, il y a des API qui permettent de mettre à jour l'infrastructure avec ce qu'on appelle l'infra as code. Donc on peut faire des montées de version très simplement de cette infrastructure. Alors la bonne nouvelle pour les personnes qui ne souhaitent pas aller dans le cloud public, c'est qu'il y a maintenant des déclinaisons on-premises de ces architectures-là. Et donc Amazon, Google et Microsoft proposent en fait d'internaliser dans l'entreprise ce genre d'architecture. Donc chez Amazon, ça s'appelle Outpost, chez Google, ça s'appelle Anthos, chez Azure, ça s'appelle Azure Stack. Donc ce type d'architecture peut être internalisé dans les murs de l'entreprise. Sans compter la possibilité qu'on a aussi de faire son cloud privé avec des solutions propriétaires ou open source, si on veut également compléter avec ces solutions-là. Voilà, oui. Mais bon, moi j'étais dans quelque chose d'un peu standard, oui. Absolument. Alors je m'arrête un petit peu sur la couche logicielle de ces architectures cloud ready. Alors ce qu'on voit, c'est que l'open source a pris le devant. En fait, toutes ces grandes solutions propriétaires d'Oracle, Sun et autres, on peut céder la place à beaucoup de solutions basées sur MySQL ou des bases de données non SQL, NoSQL, du stockage distribué, du Docker, du Kubernetes. Alors tout ça, c'est des solutions qui sont aujourd'hui open source et gratuites. Et les grands du web, les géants du cloud ont finalement bâti leur architecture sur ces logiciels open source et c'est des choses qui viennent de plus en plus dans les entreprises aussi. Alors, quel est le bénéfice de ces architectures open source? C'est qu'elles sont designées pour scaler, en fait. Hein. C'est-à-dire que certaines bases de données NoSQL, comme Cassandra, dont on voit l'image en bas à droite, Cassandra, ça vient de chez Facebook, et ça a été pensé pour gérer des milliards d'utilisateurs. Donc, on a des architectures qui savent mieux passer à l'échelle et qui ont aussi certains avantages de la gratuité, mais par contre, qui sont moins standards. C'est-à-dire qu'on a parfois des bases de données SQL, parfois des bases de données non SQL, on a des systèmes de stockage un peu, on va dire, originaux. Et donc, ça nécessite à l'architecte de monter en compétence sur des genres d'architecture un peu inhabituels qui sont vraiment adaptés au cas par cas selon les besoins de l'entreprise. Donc, on voit de nouveaux concepts émerger comme les microservices, on voit une capacité d'agilité, de mettre du code en continu très régulièrement. On sait que chez des géants du web comme Facebook, on fait des mises à jour des logiciels parfois plusieurs fois par jour en production. Donc on a des nouvelles façons de faire et qui offrent donc pas mal de qualités, hein, scalabilité, résilience, agilité, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi un certain nombre de ces infrastructures cloud ready qui sont managées, donc qui sont offertes sous une forme managée par les opérateurs cloud. Et alors, on parle de container as a service, on parle de plateforme as a service, on parle de serverless, on parle de low code. Alors, il y a toutes sortes d'architectures un peu sur étagère qui vous permettent d'exploiter des choses sans avoir à les gérer. Donc, par exemple, dans le container as a service, la gestion des containers est faite par l'opérateur cloud. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous voyez, le serverless, c'est j'envoie du code pour l'exécuter, et le low-code, c'est je ne fais même pas de code. En fait, on a aujourd'hui des solutions sur étagère comme Power Apps de Microsoft ou Google AppSheet, où en fait, c'est presque les gens du métier qui peuvent développer l'application. Alors quand je dis presque, il y a une subtilité parce qu'il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'avoir un architecte, ça permet de concevoir une application qui a une certaine forme de logique. Ça peut être nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les gens du métier qui vont faire le low-code tout seul, mais en tout cas, le low-code a l'avantage de ne pas avoir besoin de coder. Presque pas. Donc on a des nouvelles architectures logicielles tout à fait en rupture. C'est la suite. Donc les bénéfices, je les ai déjà un petit peu évoqués. Ça fait des choses qui sont agiles, qui se déploient très vite, qui évoluent très vite. Alors on voit effectivement qu'en termes d'évolutivité, les acteurs du cloud vont plus vite en fait que les autres acteurs en général. Par exemple, aujourd'hui, Office 365 de Microsoft a des évolutions plus rapides que Exchange qu'on peut avoir en interne dans l'entreprise. Donc ces solutions qu'on appelle des solutions de software as a service, elles ont des rythmes d'évolution très rapides grâce aux pratiques que j'ai rapidement évoquées avant. Donc en fait, les dernières fonctionnalités, les dernières innovations, elles sont dans le cloud. C'est-à-dire que si vous voulez faire, par exemple, de l'intelligence artificielle ou avoir une messagerie ou un système de visioconférence dernier cri, ça se passe dans le cloud. Là, on est en train d'utiliser un système de visioconférence qui est dans le cloud, typiquement.
Et alors, il y a beaucoup d'innovations dans le cloud, et en plus, ces innovations sont accessibles aux petites entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, faire du CRM, c'était impossible pour une PME de 4 personnes. Aujourd'hui, une PME de 4 personnes, elle peut avoir Salesforce, ou même il y a 100 solutions de CRM sur le marché, dans le cloud, qui permettent d'avoir des fonctionnalités, des outils qui étaient avant été réservés aux grandes entreprises. Donc il y a beaucoup d'intérêt en termes voilà, d'innovation et de disponibilité de ces innovations auprès de toutes les entreprises de toute taille. Ensuite, il y a le fameux paiement à la consommation. C'est vrai que dans le cloud, on n'a pas besoin de faire un d'investissement initial, on ne fait pas de CAPEX, on fait de l'OPEX. Et donc, par conséquent, il y a potentiellement une réduction des coûts, puisqu'on loue les infrastructures selon les besoins. Et si je reviens sur l'effet de journal de 20 heures, pour mon journal de 20 heures, je vais louer beaucoup d'infrastructures pendant 1 heure, et ensuite, je vais laisser cette infrastructure, elle ne me coûtera plus rien. On a des bénéfices en termes de sécurité aussi, alors de sécurité sur un plan technique. C'est-à-dire que l'intégrité, l'authentification forte, la résilience sont bien assurées par les infrastructures cloud. Alors, je dis sur un plan technique parce qu'il y a des problèmes un peu, vous savez, de confidentialité vis-à-vis des Américains, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Et puis, il y a des tas d'outils de collaboration. Alors, des outils de collaboration, on va dire, de type grand public, enfin, qui sont accessibles aux non-techniciens, comme des outils comme Office 365 ou G Suite. Et puis des tas d'outils collaboratifs plus techniques. Par exemple, pour le développement logiciel, il y a des suites d'Atlassian sur le cloud. Et pour la production, il y a aussi, pour faire du utile, il y a aussi des choses comme ServiceNow. Donc il y a plein d'outils pour les gens de l'infra, pour les gens des développeurs, pour tout le monde dans l'entreprise. Vous avez des tas d'outils de collaboration qui sont managés dans le cloud. On va passer à la suite. Alors du coup, pour l'architecte cloud, il y a des bénéfices, hein, des nouvelles architectures, des choses qui sont managées, donc on n'a plus besoin de gérer leur production. Mais il y a aussi des enjeux à gérer. Et il y a des enjeux qui sont assez cruciaux pour l'entreprise. Alors le premier sur lequel qu'on évoque souvent, c'est la confidentialité des données. Vous savez, comme mes données sont stockées chez un opérateur américain type Google ou Amazon, j'ai éventuellement l'État américain qui peut regarder dedans, éventuellement l'opérateur cloud qui peut regarder ces données. Donc ça peut poser des questions. Alors je ne vais pas traiter ce problème-là maintenant, mais c'est un problème récurrent dans le cloud, hein, ce problème un peu juridique de la confidentialité des données. Il y a un problème aussi de réversibilité, c'est-à-dire si je veux récupérer mes données, est-ce que c'est bien possible? Et puis, il y a un problème qui est plus au niveau de l'architecte dans sa dimension urbanistique, c'est que je veux maintenir une architecture cohérente avec des infrastructures dont certaines sont dans les murs de l'entreprise et d'autres dans différents clouds. Il peut y en avoir chez Amazon, chez Google. Donc, il faut faire cohabiter tout ça. Et donc, ça pose des problèmes un peu complexes de gestion des identités, donc de gérer les comptes utilisateurs, de faire collaborer les applications entre elles, d'échanger des données. Des problèmes de réseau aussi, hein, c'est-à-dire que quand les infrastructures sont aux quatre coins de la planète, on peut avoir de la latence réseau. Et puis, il y a des grands choix structurants. Est-ce que je vais plutôt utiliser le cloud d'Amazon, le cloud de Microsoft ou autre? C'est des questions assez complexes parce qu'elles sont structurantes pour la suite. On a aussi des choix de gouvernance à faire sur la politique de sécurité avec donc le RSSI pour la partie plus technique et le juridique pour la partie plus réglementaire. Des problèmes de politique d'achat, comment on gère les coûts dans le cloud. Alors on parle de FinOps, on parle finalement de suivre en fait ces coûts qui peuvent être variables selon l'effet journal de 20 heures ou pas. Et puis des questions, est-ce que je vais privilégier un cloud managé ou pas? Qu'est-ce qui va être le plus intéressant en termes de réduction des coûts? Donc il y a des tas de nouvelles questions à traiter. Et je passe à la suite. Et donc, du coup, ça crée des nouvelles responsabilités pour l'architecte. Alors, j'insiste que ça, c'est des questions qui sont cruciales pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise se doit d'avoir des architectes qui sont, entre guillemets, des architectes cloud ready, parce que il y a des tas d'enjeux à ne pas louper. Et donc, aujourd'hui, une entreprise, à mon sens, doit former ses architectes à ces sujets du cloud, parce qu'il faut créer une politique cloud. C'est vrai qu'on a vu certains grands comptes où le cloud a été adopté par les métiers sans que ce soit bien réfléchi. Donc moi, j'ai des retours d'expérience, par exemple, dans le domaine de l'énergie, où le contournement a été complètement avéré, et puis ensuite la DSI s'est retrouvée à gérer les problèmes après coup. Donc c'est mieux de ne pas attendre d'être contourné pour réagir. Donc je pense que les architectes doivent connaître les offres et les architectures du cloud. Ils doivent probablement sensibiliser tout le monde dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire la réversibilité? Est-ce que je pourrais récupérer mes données si je les ai mis dans le cloud?
Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrabilité? Donc la possibilité, une fois que j'ai mis des données dans le cloud, d'échanger ces données avec d'autres applications. Qu'est-ce que ça signifie en termes de sécurité? Donc le cloud, est-ce que j'ai des mots de passe qui traînent chez Google, chez Amazon ou autre? Comment je gère ma politique de sourcing? Est-ce que je vais choisir des petits opérateurs cloud ou quelques grands opérateurs cloud? Ça, c'est des grandes questions qui, à mon avis, sont du ressort de l'architecte. L'architecte, il va devoir aussi, comme je l'évoquais juste avant, travailler sur l'urbanisation. Donc, maintenir un système d'information cohérent alors qu'il est dispersé dans des tas d'infrastructures aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est assez complexe. Et donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il est du devoir de l'architecte de concevoir des socles qui vont justement aider à cette urbanisation. Donc, par exemple, des socles pour l'identité des utilisateurs, faire ce qu'on appelle un single sign-on, faire l'authentification multifacteur. Ça, c'est des choses à concevoir avec le RSSI. Mettre en place des plateformes d'échange de type ESB, se poser la question d'avoir des réseaux qui sont peut-être un peu privatifs pour ne pas avoir de latence réseau. Et puis, se poser la question de quelle liberté je donne aux métiers. Est-ce que c'est les métiers qui choisissent leur outil dans le cloud, ou est-ce que c'est la DSI? En tout cas, comment on gère ça et quelles contraintes on donne aux métiers si c'est eux qui choisissent tout seuls leurs applications dans le cloud. Donc pour moi, avoir des architectes qui sont formés au cloud, c'est très important pour l'entreprise parce que ça permet d'éviter un peu des catastrophes, typiquement des données qui s'évadent ou bien du contournement de la DSI. Et puis c'est très intéressant pour l'architecte aussi, parce qu'on parle aussi de l'architecte aujourd'hui. C'est des compétences qui sont très valorisées. Vous voyez que là, on voit que dans CEO, le cloud architecte aujourd'hui a des revenus qui peuvent être tout à fait intéressants. Donc le cloud architect, il peut avoir en plus certaines certifications, par exemple une certification de Central Supélec ou une certification Amazon ou une certification Google ou Microsoft. Et donc cet architecte, il sera assez bien valorisé aujourd'hui en termes de salaire. C'est tout à fait intéressant pour lui. Donc ça, c'est intéressant pour l'entreprise, mais aussi pour l'architecte. Passer à la suite. Alors on a pas mal d'exemples d'entreprises qui aujourd'hui sont passées au cloud et qui ont eu des gains très intéressants. Vous voyez que Se Loger a migré une grande partie de son informatique sur le cloud, ou bien Deutsche Bank a économisé 800 millions d'euros en allant vers des architectures cloud, ou bien Veolia, vous voyez, est en train, ou bien le CNRS, donc beaucoup d'entreprises de différentes tailles ont aujourd'hui fait une migration réussie vers le cloud, donc ils ont des gains en termes d'agilité, des gains en termes de réduction des coûts, et puis aussi des gains de choses qu'on ne pourrait peut-être pas faire sans le cloud. Typiquement, le vaccin contre le chikungunya, ça a probablement utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle qui auraient coûté assez cher s'il avait fallu les installer on-premises, donc dans les murs de l'entreprise. Donc il y a pas mal de bénéfices. Il y a donc de l'agilité, de l'innovation et puis de la réduction des coûts, mais il y a aussi finalement le cloud, ça permet de faire des choses qu'on n'aurait éventuellement pas pu faire sans le cloud. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est devenu une infrastructure assez incontournable dans certains cas. Et donc, je vais conclure peut-être sur le dernier slide en disant, en fait, il y a, lorsqu'on est dans une phase un peu de transformation digitale, qu'on souhaite adopter des nouveautés comme la blockchain, le big data, l'IA, l'Internet des objets, aujourd'hui, c'est presque une obligation, au moins, de faire des prototypes dans le cloud. Alors, je dis une obligation parce que dans le cloud, vous avez des architectures sur étagère qui permettent de se lancer dans un prototype en quelques clics, enfin, en tout cas en quelques heures, et d'expérimenter l'Internet des objets, la blockchain, l'IA. Et donc, ce serait presque un crime aujourd'hui de ne pas faire ces expérimentations, ces débuts de projet dans le cloud. Parce que ça permet très rapidement de monter en compétence sur ces sujets et de faire des proof of concept. Alors après, on peut éventuellement réinternaliser les projets Internet des objets, Big Data dans l'entreprise pour des raisons, on va dire, de confidentialité des données. Et aujourd'hui, ça paraît vraiment incontournable quand on est dans une phase de transformation digitale d'aller sur le cloud. Donc finalement, le cloud offre pas mal de bénéfices, on va dire, en termes d'agilité, de coûts, etc. Mais dans certains types de projets, il est même devenu vraiment incontournable parce que c'est sur le cloud qu'on trouve les outils les plus adaptés à ce type de projet-là. Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Ok, merci beaucoup Guillaume. Alors, on voit bien que le cloud il induit des changements majeurs, qu'on ne peut pas faire des demi-transitions. C'est un changement de paradigme et en même temps une véritable opportunité pour tous les professionnels du SI qui veulent évoluer vers ce
ce type d'architecture. Alors, nous allons continuer et je vais demander à Yann de bien vouloir nous rejoindre puisque nous allons passer sur deux retours d'expérience. Yann Bello et Mohamed Jridi, donc, qui vont témoigner de leur expérience. On va commencer avec vous, Yann. Vous êtes à la base ingénieur système. Vous êtes aujourd'hui architecte d'entreprise, expert en infrastructure cloud pour le groupe Lyreco. Vous êtes un ancien de notre formation exécutive Certificate Cloud. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel et comment le cloud l'a transformé? Alors, j'ai un parcours très infra. Moi, j'ai coutume de dire que je suis un câbleur. Je monte des tuyaux pour les entreprises. Et donc, je viens du réseau et j'ai très vite constaté que la vraie valeur, selon moi, du technicien informatique, du technicien réseau, du technicien système, elle se limitait pas à juste provisionner, déballer des serveurs et les mettre en place. De fait, je me suis dit rapidement, il faut industrialiser, il faut automatiser parce que si on veut supporter le business, si on veut supporter l'entreprise, c'est pas en branchant des câbles sur des cartes réseau qu'on a le plus de valeur. C'est en proposant des choses nouvelles, c'est en proposant des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est en allant vite. Tout simplement en allant vite, en étant capable de provisionner des choses, de les casser, de les reconstruire très rapidement. Alors on a connu du Ghost, de l'imagerie serveur ou autre, de l'AVM, mais selon moi, il fallait aller encore plus loin. Donc devenir plutôt catalyseur que suiveur en fait. D'accord, et le cloud vous a permis ça? Oui. Concrètement, comme l'a dit Guillaume juste avant, si on prend Azure, AWS ou GCP, ils ont une capacité d'innovation qu'aucune autre entreprise aujourd'hui n'a. Et si demain le métier a besoin de telles fonctionnalités, on prend de l'intelligence artificielle. Si vous voulez travailler sur du GPU, acheter des machines avec du GPU, ça va coûter extrêmement cher à l'entreprise. Ça va être très long à provisionner, à acheter. Avec les processus internes des entreprises. Souvent, il faut un devis, il faut des processus achats particuliers. Voilà, le cloud permet d'aller chercher les ressources dont on a besoin à l'instant T. Et puis, il y a un avantage conséquent, c'est que on a le droit à l'erreur. On teste quelque chose, si ça marche pas, on se retrouve pas avec un capex de plusieurs centaines de milliers d'euros engagés. On peut arrêter. Avant, on pouvait pas. Très bien. Alors, le cloud crée de la valeur dans votre entreprise. On va prendre justement un exemple avec le projet sur votre plateforme e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, donc là actuellement je suis architecte d'entreprise au sein du groupe Lyreco. Lyreco, c'est de la fourniture de bureaux pour les professionnels, c'est du B2B comme on dit communément. Historiquement, le groupe Lyreco, c'était un commercial allait voir l'entreprise et puis on fait un contrat, on signe un contrat et puis on donne la possibilité à l'entreprise d'accéder à une plateforme e-commerce très typée B2B et l'entreprise peut acheter du matériel. Ça peut être de la ramette de papier, ça peut être du PC, ça peut être de l'imprimante, ça peut juste aller jusqu'à du mobilier. Il y a un changement de paradigme au niveau de l'entreprise qui est que les nouvelles entreprises, les startups par exemple, elles n'ont pas besoin d'avoir un commercial chez elles. Elles sont capables d'aller commander des choses chez Amazon, pour citer Amazon. Donc l'entreprise a besoin de se transformer à ce niveau-là et donc de passer d'un modèle où on a plutôt du commercial qui va chez les gens à une vraie plateforme e-commerce. Et dans ce cadre-là, en fait, historiquement, en termes d'infrastructure, l'Ireco, ce sont 2 data centers sur le nord de la France, avec un pur modèle bar métal où on achète du matériel. Tous les ans, on provisionne du matériel en fonction de ce qu'on a prévu. Et là, il faut se dire, ok, nos utilisateurs, on est présent dans 42 pays. Nos utilisateurs en Asie, nos clients en Asie, ils ont 100 millisecondes de transit quand ils vont sur cette plateforme e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et puis le propre d'une plateforme e-commerce, c'est que ça bouge très vite. Donc comment on fait pour monter une infrastructure qui soit plus évolutive, qui soit plus scalable? Guillaume parlait aussi de scalabilité. C'était tout l'enjeu du projet. Alors sur le premier slide, on a un peu
matérialisation de l'historique. Hein. On est sur du traditionnel. Sur la partie de droite, vous voyez bien le customer qui traverse Internet et arrive sur des socles et divisés en couches, donc firewall, DMZ, load balancer, front web, donc les serveurs web avec un back-end SAP. Donc vraiment le gros monolithe, hein, vous imaginez, c'est pas forcément hyper flexible. On a d'une part les filiales qui elles traversent un MPLS, donc un réseau d'entreprises avec les inconvénients qu'on connaît par rapport à ça en termes de latence, en termes de bandes passantes partagées au sein du nuage MPLS. Et puis on a les commerciaux, je parlais de commerciaux tout à l'heure, les commerciaux qui eux, quand ils arrivent chez le client, ils se connectent avec un client VPN. Donc arrive indirectement dans le tunnel, via le tunnel dans le MPLS pour rejoindre le réseau de l'entreprise qui lui se trouve dans les data centers sur Valenciennes. Sur le slide suivant, on voit un peu l'enjeu et ce qu'on a mis en place. Donc en s'appuyant sur les services d'Azure, on a été en mesure de proposer au travers d'Internet et des services de GeoDNS d'Azure Cloud une arrivée sur différentes plateformes qui sont pour le coup localisées à plusieurs endroits de la planète. Comment ça se passe? On arrive en fait, en fonction de là où on vient, un utilisateur de l'Asie arrivera sur une plateforme asiatique, traversera les couches de services d'Azure, donc du load balancer d'Azure, les couches de sécurité d'Azure, donc les fameuses règles NSG. Et puis ensuite, on a des socles spécifiques montés sur du Kubernetes, donc Kubernetes étant l'orchestrateur pour Docker. Donc là, en managé chez Azure, donc de l'AKS, pour ne citer que ça. On est en pur auto-scaling, ce qui veut dire qu'en fait, on est capable de détecter qu'on a une montée en charge importante et on provisionne automatiquement des conteneurs associés. Ça a impliqué un changement de paradigme radical parce que sur le slide d'avant, on voyait bien que les fronts communiquaient directement avec les back-ends SAP. Et en parallèle, on a développé des socles d'API qui nous permettent d'accélérer nos temps de transit en fait entre nos plateformes front sur Docker et notre back-end qui reste sur du SAP, donc le pur monolithe SAP avec de la base de données Oracle. À l'échelle du monde, sur le slide suivant, on voit un peu ce que ça représente. En fait, sur le slide, vous voyez l'Ireco, la petite map monde noire, c'est le seul point qu'on avait historiquement, donc dans le nord de la France. Alors imaginez un peu ce qu'un client en Asie devait traverser en termes de transit pour arriver sur le nord de la France. Aujourd'hui, le client en Asie, il arrive sur une plateforme Azure qui est ou au Japon ou en Corée. Quand il est localisé plutôt sur l'Europe de l'Est, grâce à la fonctionnalité Traffic Management d'Azure et le GeoDNS, il arrive directement sur Amsterdam. Et pareil pour la plateforme américaine. Donc on est passé de quelque chose où on avait vraiment un seul point de présence à un multi-point de présence, et ça sans l'appui d'un cloud service provider, ça aurait tout simplement pas été possible. Il aurait fallu acheter des espaces dans différents endroits de la planète, les interconnecter. Imaginez un peu en termes de délai ce que ça aurait produit. La conclusion qu'on peut tirer, les conclusions qu'on peut tirer sur ce genre de projet, c'est qu'en fait, effectivement, il a fallu un certain nombre d'adaptations parce que nous, techniciens de l'infrastructure, on est en souriant à mes collègues, je leur dis, nous, on est des experts ou alors du ping ou alors de la pt-get install. Il a fallu passer d'un catalogue de services plutôt orienté utile où là, on proposait plutôt des produits à nos makers, à nos développeurs, à nos business. Il a fallu qu'on optimise, ça nous a permis effectivement le fait de passer par le backbone de l'opérateur CSP, donc le backbone d'Azure, de réduire nos temps de transit. Et puis on a fait gagner nos clients directs en autonomie. Je peux vous donner une idée, entre le moment où on commandait un serveur, on exprimait le besoin de commander un serveur et la mise en place, il se passait dans le meilleur des cas 6 à 8 semaines. Aujourd'hui, on est capable de le faire en moins de 48 heures. Et aujourd'hui, on parle aussi il y a un truc important, selon moi, c'est on parle aussi d'écologie. Pendant quelques mois, ça m'a fait un peu mal au cœur de voir des data centers avec les gros moteurs diesel sur Valenciennes, alors que chez Azure ou chez Amazon ou chez Google, ils sont en termes d'empreinte écologique, ils sont beaucoup plus intéressants.
ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est que ça n'a pas forcément été très simple. Quand on le dit très rapidement comme ça, on se dit ok, on est passé d'une architecture sur un mono data center à du multi data center répliqué sur la planète. Il a fallu accompagner beaucoup sur l'aspect social notamment parce que les techniciens qui eux étaient habitués à câbler à la main, à mettre en place, à raquer, ont eu un peu peur de perdre leur boulot. Donc on les a accompagnés en termes de formation. Comme Guillaume le disait, il faut former les gens, il faut ouvrir l'esprit des gens. Et puis il a fallu mettre en place des méthodologies de provisioning unifiées pour s'assurer que ce qu'on provisionne de façon pseudo-automatique au Japon soit la même chose qu'en France, par exemple. Donc sur du Terraform, on a développé beaucoup d'instrumentation en Python, notamment pour notre gouvernance FinOps, où on est capable de dire qu'un projet, demain, ce projet-là, notamment, il va utiliser du bare metal dans le private cloud, agréger les coûts et se dire ok, j'ai autant qui me coûte en private, j'ai autant qui me coûte en public, et surtout sur la plateforme Asie, c'est celle qui me coûte le plus cher. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage très concret qui montre directement les bénéfices d'une approche cloud et aussi donc les impacts sur vos métiers. On va continuer avec un deuxième témoignage. Donc je vais demander à Mohamed de bien vouloir nous rejoindre. Hop. Bonjour. Voilà, bonjour Mohamed. Mohamed Jridi, de formation, vous êtes architecte logiciel, vous êtes alumni de notre master spécialisé architecte des systèmes d'information, vous êtes le CTO et cofondateur de la société Omicron, et vous allez nous parler d'un de vos produits qui est donc la City as a Platform. Donc on parle maintenant de villes connectées, vous avez pu mettre à profit toute la puissance du cloud AWS. Exactement. Alors bonjour à tous. Donc je suis Mohamed Edijridi, CTO d'Omicron et effectivement ancien élève aussi du master spécialisé architecture système d'information de l'école centrale Supélec exécutive. Et donc Omicron est une ESN spécialisée dans la transformation digitale. Et l'une des réalisations dont je suis particulièrement fier, c'est la solution justement CAP, City as a Platform. C'est une solution d'objets connectés qui a été déployée à l'échelle d'une ville, qui servent à collecter les données environnementales et à fournir des services urbains aux citoyens grâce à une plateforme nommée Citizen. Citizen a été conçu comme un repo d'appli, donc d'appli mobile, qui était, quelques applis étaient réalisées par Omicron et c'était un repo ouvert à des contributeurs externes, donc des citoyens de la ville. Des exemples d'applis, on voit par exemple un journal local, une appli d'événementiel, un job board, une application qui sert à justement suivre l'état du trafic du transport public, ainsi de suite. Donc, nous, on a fourni cette application et ensuite, il y a eu des contributeurs qui ont ajouté quelques applications et je pense qu'il y en avait 5 de plus. Donc cette solution a été déployée chez ça a été initié par un appel d'offres de l'OPT, Office polynésien de télécom, qui voulait équiper les lampadaires de la ville et qui voulait profiter du réseau luminaire pour connecter la ville et fournir une nouvelle offre télécom. Ensuite aussi, on l'a déployé aussi chez Détroit, donc Dubai Design District. C'est un centre commercial assez récent. On a balisé le centre avec justement des objets connectés pour aussi fournir des applications qui sont cette fois-ci destinées aux commerciaux et aux clients du centre commercial. Alors l'application a été du coup merci de passer au suivant. L'application a été déjà conçue à l'époque, enfin avant de la concevoir sur Amazon, sur Azure.
sur Amazon, en fait, avant de la concevoir sur Amazon, en fait, ça a été conçu sur des serveurs locaux. Donc, on partageait nos baies de serveurs avec nos bureaux. Donc, on avait les baies de serveurs chez nous on a fait face à plusieurs problématiques, en l'occurrence des problématiques de résilience, des problématiques de scalabilité. On avait à gérer nous-mêmes justement l'infra, ce qui nous a causé pas mal de soucis au début. En fait, ça a coïncidé un petit peu aussi avec justement mes cours chez chez Central Supélec. Et j'avais découvert à l'époque justement le cloud et du coup c'était une révélation pour moi. On a complètement changé de cap. On a mis justement l'application sur AWS. On a même poussé un petit peu le vice un peu plus loin en utilisant des composants, en utilisant la plupart justement des composants AWS. On a par exemple utilisé les fonctions lambda, on a utilisé aussi le hub IoT. Au début, en fait, on faisait nous-mêmes, justement, on a implémenté nous-mêmes le protocole MQTT. Donc, on a commis justement, comme disait Guillaume, le crime de faire nous-mêmes justement l'ingestion de données, alors que c'était une fonctionnalité qui était complètement fournie par AWS. Et ça a complètement changé de dimension. On a pu justement aller beaucoup plus vite profiter justement des fonctionnalités qui étaient fournies par AWS. Alors, historiquement, j'avais fait justement, j'étais développeur logiciel, j'étais chef de projet chez de grands comptes comme la Société Générale qui avait des équipes d'infra de 10 personnes, de prod de 5 personnes, de support de 5 personnes, ainsi de suite. En fait, alors que nous, quand on a démarré l'application, on n'était que 6 personnes. Du coup, en fait, on n'avait pas, à notre taille, on ne pouvait pas du tout suivre justement le rythme des soucis, des bugs, de la gestion d'infra, ainsi de suite, en fait. Et du coup, en fait, ça nous a changé complètement la vie de mettre l'application sur AWS. On a même pu aussi utiliser pas mal de fonctionnalités aussi d'intelligence artificielle, aussi de l'autorisation d'Amazon, toute la partie authentification, autorisation d'Amazon qui nous a complètement justement changé la vie. Je passe au slide suivant. Donc en fait, le gain le plus important était effectivement le time to market. Donc on a pu déployer beaucoup plus rapidement et du coup au début on était un peu en risque par rapport au délai de l'appel d'offres avec l'OPT. On a pu délivrer à temps et on a délivré même des fonctionnalités supplémentaires grâce justement à pas mal de fonctionnalités sur AWS. En l'occurrence, en fait, la partie repo d'application, on a pu utiliser des composants comme API Gateway, qui nous ont facilité la vie et qui nous ont permis justement d'aller plus vite et de pouvoir justement délivrer cette fonctionnalité. On a pu aussi mettre en place une politique de déploiement en Canary Release. Ça nous a changé complètement la vie puisqu'en fait au début en fait on avait on livrait des petites versions d'objets Cirrus. Donc Cirrus c'est l'objet connecté qui est déployé sur le réseau Luminar et cet objet-là en fait une fois qu'il est déployé physiquement c'était très compliqué de redéployer du code par-dessus. Donc il fallait maintenir plusieurs versions d'objets physiques qui ont des versions complètement différentes. En adoptant la politique de déploiement en Canary Release, on a pu justement cohabiter toutes ces versions-là. Et en plus, en fait, on a même poussé un petit peu le vice plus loin en disant que quand on déploie une nouvelle version, on la
on la teste en interne, on la teste aussi avec les gens d'OPT qui valident justement notre solution avant de la pusher au public en mode blue-green. Ça veut dire qu'en fait, on n'avait rien à faire, l'application était déjà déployée, il fallait juste cliquer sur un bouton pour dire maintenant elle est publique, simplement. Donc, bien sûr, en fait, on a pu avoir une application complètement élastique grâce aux nouveaux patterns d'architecture qui sont proposés grâce au cloud, comme par exemple les lambda qui sont complètement en fait la suite de l'architecture microservice c'est en fait, ce sont des composants qui permettent complètement d'abstraire même l'environnement technique et non pas seulement l'infrastructure. Donc, c'est au-delà de l'infra as code, c'est vraiment l'environnement as code, quoi. Les patterns de routing de code, les patterns de routing de gateway routing, par exemple aussi. Et aussi, en fait, on a pu travailler sur la résilience aux pannes. Donc, on a amélioré complètement notre résilience grâce au monitoring health endpoints pattern, grâce au pattern de throttling, grâce à l'utilisation beaucoup plus facile du cache, ainsi de suite. Donc voilà, en fait, c'était l'utilisation de cette nouvelle architecture sur AWS nous a complètement changé la vie et nous a transformé complètement en fait notre façon de voir justement de mener l'application. Au lieu de se concentrer sur l'infra et au lieu de se concentrer sur des problématiques techniques, des problématiques de scalabilité, des problématiques de résilience, en fait, on s'est concentré sur la valeur métier à livrer, à fournir. Et du coup, en fait, ça nous a permis d'aller plus vite, d'avoir plus de livrabilité et de se concentrer plus sur la qualité de notre application au lieu de se concentrer sur des sujets techniques qui ne sont pas visibles par le client. Et à partir de ce moment-là, en fait, on n'a plus fait nos applications, nos solutions que sur le cloud. Même les solutions internes, on les a complètement basculées sur le cloud. Aujourd'hui, en fait, on a quelques applications qu'on fournit aussi à nos clients, comme par exemple une application de gestion d'épargne retraite, par exemple à notre client. En fait, on l'a complètement conçu sur le cloud et on ne fait plus rien en dehors du cloud. Voilà. Ok. Merci beaucoup Mohamed pour cet exemple qui est vraiment très parlant sur le changement complet que peut apporter le cloud pour une jeune entreprise comme la vôtre. Je vous propose donc d'enchaîner et de donner la parole quelques instants à Rania. Rania, si tu peux te reconnecter avec nous et parler de nos offres de formation sur le cloud en quelques mots. Historiquement, ce qu'on a fait sur le cloud et quelles sont les nouveautés pour 2020. Tout à fait. Bonjour. Donc, vous l'avez compris au travers de ces différentes interventions, nos experts et nos certifiés, que le cloud était vraiment une compétence essentielle. On l'a d'autant compris puisqu'on est sur cette thématique depuis 8 ans. Nous avons lancé en fait un parcours complet, les premiers en tout cas en 2012, qui permettent de développer vos compétences en profondeur. Et on parle effectivement de l'executive certificate. De ce fait, depuis 8 ans, nous avons donc une belle communauté de participants certifiés. Ce parcours va nous permettre en fait de prendre de la hauteur avec une vision globale du cloud dans une approche à la fois stratégique et pratique, plutôt que des contenus purement techniques. Donc, on va prendre en compte les différentes dimensions, management, architecture, sécurité, réglementaire, comme tous nos parcours certifiants de manière très transversale. Alors, en exclusivité, effectivement, nous allons donc vous présenter notre nouveau parcours puisqu'on l'a remanié et on lui propose en fait d'être 2 tiers en blended learning et 1 tiers en fait en présentiel. Cette nouveauté, en fait, c'est un parcours de 10 jours avec un tronc commun
donc de 5 jours, qui permet en fait de balayer le panorama du cloud, sa stratégie, le pilotage, les patterns d'architecture, le droit au numérique et, comme je vous le disais, l'introduction à la cybersécurité. Ensuite, ces 5 jours, eh bien, on va diviser les deux groupes selon les profils, soit l'architecte cloud ou soit le cloud for developers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour soit l'architecte cloud ou le développeur, vous avez en fait 2 modules donc spécialisés, l'un sur l'architecture d'un cloud d'infrastructure, l'autre développé en fait développé dans le cloud, c'est-à-dire regarder un petit peu tout ce qui est solution PaaS, serverless, comme l'a parlé Guillaume. Et enfin, vous terminerez par un dernier module sur comment en fait j'automatise un cloud. Voilà, donc un parcours de 10 jours en exclusivité qui effectivement est disponible en interne, mais également transposable en intra sur mesure. On pourra prendre en compte en fait les spécificités de l'entreprise dans des cas pratiques, par exemple. Voilà, donc la prochaine session, elle est prévue à partir du 7 octobre jusqu'au 12 décembre. De manière en fait diluée en fait sur cette période. Donc c'est tout nouveau, donc vous recevrez en fait après cette présentation notre nouvelle fiche programme et vous aurez tous les éléments qui vous permettront de prendre connaissance en fait du contenu. Sachez que dans une formation certifiante chez nous, pour être éligible, vous devez effectivement nous envoyer votre CV et lettre de motivation de manière à bien vérifier que vos attentes sont bien délivrés dans notre parcours et puis bien évidemment un projet fil rouge tout le long de ce parcours qui sera présenté devant un jury à l'issue de ce parcours. Voilà, sachez que de manière optionnelle également, on propose en fait des certifications de type Azure, AWS, GCP par exemple. Voilà, merci Rania. On va donc pouvoir passer à la dernière partie de ce webinaire qui est l'échange avec nos participants. J'ai vu remonter un certain nombre de questions sur le chat, hein, donc on va essayer de les adresser tous ensemble. Donc je vais demander à chacun des participants de bien vouloir se reconnecter sur la visio de façon à ce que on puisse avoir tout le monde autour de la table, si je puis m'exprimer ainsi, et traiter les différentes questions que vous nous avez remontées. Alors justement, tu parlais à l'instant, Rania, de formation en intra-entreprise. Une des questions porte là-dessus, hein, sur notre capacité à faire de la formation sur mesure sur le cloud. Tout à fait. Donc, on a la possibilité effectivement de répondre à un besoin précis de l'entreprise. Donc, on peut partir sur la base effectivement de ce parcours, mais peut-être transposer en fait des cas pratiques selon la solution qu'a pris l'entreprise. D'accord. Ensuite, j'ai une question. Peut-être peut-être donner quelques exemples, Pierre-Frédéric, non ou... Ouais, Là, oui, alors on a fait de la formation en intra, effectivement, sur le cloud, par exemple chez BNP Paribas, chez Microsoft, chez Capgemini. Donc, c'est des choses qu'on fait effectivement fréquemment, hein. On a plusieurs sessions en inter-entreprise par an et également en parallèle des cursus montés sur mesure, soit directement à partir de nos contenus en inter, soit intégrant des demandes et des spécificités des clients qui peuvent avoir des besoins particuliers. je trouve que moi, c'est un exemple assez amusant de savoir qu'on a formé les gens de Microsoft Cloud, d'une certaine manière. Bah, disons que oui, c'était à partir de 2015, au moment où ils faisaient un investissement très massif sur Azure, et ils avaient aussi envie de comprendre des principes généraux sur le cloud et ce que fait la concurrence. Et donc, on a essayé de leur faire prendre un petit peu de recul aussi par rapport à leur propre solution. Et je crois qu'ils ont beaucoup apprécié ça. Ouais. Alors ensuite, j'ai une question autour du thème du FinOps. Alors j'ai une remarque sur le fait qu'effectivement, il va falloir prendre en compte cette dimension de pilotage du budget et des dépenses d'OPEX que peut générer le cloud. C'est souvent une question qu'on entend, hein.
c'est comment est-ce qu'on gère des coûts au niveau du cloud public, sachant qu'on est face à des directeurs financiers qui aiment bien avoir des budgets un petit peu prévisibles. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, peut-être par rapport à la fonction de FinOps et comment on va basculer dans une nouvelle gestion budgétaire au niveau de la DSI? Qui veut proposer une réponse? Guillaume, peut-être? Je peux peut-être démarrer. Alors, Ouais. dans la partie financière, il y a des abonnements récurrents, donc où il n'y a pas tellement de surprises finalement, hein. Typiquement, Office 365, on paye une licence par mois et par utilisateur. Bon, il faut quand même le gérer parce que il faut savoir combien on paye et avoir un suivi de tout ça. Et puis, il y a des choses qui sont plus effectivement du domaine de l'imprévisible. Il y a un terme qu'on emploie beaucoup dans le cloud, c'est l'autoscaling. En fait, les ressources se mettent à niveau automatiquement en fonction de la charge utilisateur. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut avoir des coûts mensuels qui varient du simple au 10, hein, de 1 à 10, hein, quelque part. Alors, en général, on met des marges supérieures, hein, c'est-à-dire qu'on sait jusqu'où on peut aller, mais entre le bas et le haut, on n'a pas forcément de certitude. Et donc, ça pose effectivement pas mal de questions. Alors, il y a certains opérateurs cloud qui offrent des solutions pour lisser un peu les coûts. Par exemple, chez Amazon, il y a des instances réservées où, comme je m'engage sur 2 ans, du coup, Amazon me fait un prix plus réduit que si je prenais des instances à la demande classique. Enfin, il faut un peu rentrer dans le détail, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des offres adaptées à ça, et puis il y a des pratiques, je dirais, pour caper un peu la dépense. Et puis, il y a un suivi à faire. Il y a un suivi qu'on peut faire tout simplement dans des feuilles Excel. Et puis, il commence à émerger des outils aussi qui sont capables de faire un suivi sur plusieurs opérateurs cloud, donc d'avoir un tableau de bord en fait de mes dépenses mensuelles. Et donc, il y a une vraie fonction qui se crée dans les DSI de suivi, de ce qu'on appelle les FinOps, hein, qui vont avoir justement pour fonction de gérer la relation avec le fournisseur et de s'assurer qu'on pilote aussi la relation sur la base des coûts. Peut-être Yann, chez l'IRECO, comment vous faites ça? Alors, Yann n'a pas son micro. Je vais l'activer, excusez-moi. Il Voilà. faut qu'il l'active. Ouais. Non, c'est fait. Effectivement, le FinOps, c'est à la fois le pilotage. Nous, on a choisi chez l'IRECO en fait d'adhérer à la FinOps Foundation, qui est quelque chose de relativement récent, qui a moins d'1 an. Le FinOps, c'est s'assurer que la bonne ressource est souscrite au bon moment. Pour c'est de l'efficience, hein, pour le coût le plus bas, le plus juste, mais c'est aussi le pilotage et la restitution auprès des métiers, auprès de ceux qui consomment cette ressource, que en fait ils consomment autant et que ça coûte autant pour leur projet. Donc nous on a pris le parti en fait chez l'IRECO de développer des outils internes basés sur du code Python, donc un produit qu'on a appelé MyFinOps, qui, sous la forme d'un dashboard, restitue des données agrégées des différentes API des CSP et qui permet, par exemple, je parlais dans la présentation du e-commerce, à l'équipe e-commerce, de savoir que la plateforme, en temps réel, leur coûte autant, avec un système de prédiction qui leur dit que l'année passée, au mois de juin, ils ont eu une surconsommation, qu'il va falloir prévoir autant de budget en plus. C'est quelque chose qui est visible de la part de, alors on parlait des DAF, des financiers, c'est visible par ces gens-là, et ça permet à tout le monde d'utiliser une sémantique commune. Et quand quelqu'un du budget dit oui, mais vous avez un budget d'autant pour cette année, ceux du projet savent ce qu'ils ont consommé, combien il leur reste. On fait des points réguliers. Il y a beaucoup d'organisation derrière tout ça. Mais je pense que le maître mot, c'est surtout le FinOps, c'est faire en sorte que les gens se parlent autour de l'argent qu'on dépense. Parce qu'effectivement, avant, on parlait de CAPEX, on dépensait, on prévoyait des choses, on allait chercher des enveloppes. Aujourd'hui, un des risques du cloud, c'est surtout avec l'autoscaling, c'est de provisionner des choses et puis de pas savoir les déprovisionner. Donc, c'est une des dérives envisageables. C'est un des risques. Et le donc FinOps, aussi, c'est justement de piloter tout ça. voilà, et c'est un des rôles peut-être de l'architecte aussi, c'est de faire en sorte que ces choix d'architecture vont générer des coûts qui sont en lien avec la création de valeur et d'optimiser son architecture, hein, ce que Guillaume appellerait la cost-oriented architecture, pour s'assurer qu'on ne crée pas des architectures qui vont générer des coûts démesurés. J'ai d'ailleurs là dans le fil de questions plusieurs remarques autour de la création de valeur par le cloud, avec
une question autour de comment est-ce que quel est le ROI finalement du cloud et comment est-ce que je crée de la valeur et comment justifier de la valeur auprès des métiers. Et puis en même temps, j'ai une autre personne qui me fait un commentaire en me disant mais en même temps, c'est peut-être pas forcément la réduction des coûts qui est systématiquement recherchée quand on va dans le cloud. Est-ce que vous pouvez commenter justement par rapport à cette notion de retour sur investissement et de création de valeur et comment vous le présentez au métier? Alors, beaucoup d'entreprises en fait se sont dit dans une première étape, il y a eu une grosse vague où les entreprises se sont dit on va faire du only cloud parce qu'on va faire des économies. Guillaume a utilisé le terme d'économie d'échelle, apparaître d'échelle. On fait des économies dans le cloud quand on le fait à l'échelle, c'est-à-dire beaucoup de volume, maîtrisé. Un workload en dev, on peut l'arrêter un tiers du temps, donc on va faire des économies là-dessus. Le cloud, c'est pas quelque chose qui permet, selon moi, qui permet de se dire quel est le retour sur investissement que je vais avoir. Typiquement, le retour sur investissement, c'est quelque chose de très typé CAPEX, c'est comme ça que je le vois. C'est effectivement, quand j'allais voir un financier, j'ai besoin de commander 50 serveurs, il me faut une enveloppe de temps. Sa réponse, c'était, ok, tu les amortis en combien de temps? Et l'application ou les applications qu'on va faire tourner dessus, ça va rapporter combien à l'entreprise? Aujourd'hui, dans le cloud, on est capable, comme je le disais tout à l'heure, de provisionner quelque chose, de le casser quand ça marche pas. Donc, on maîtrise ce risque-là. Et la valeur, elle est aussi ici. C'est qu'en fait, on se donne le droit à l'erreur. Avant, avec le bare metal, on pouvait pas. Ok. Moi, en Peut-être fait, d'infrastructure, c'est ce que je vois. juste pour le dire en une phrase, je crois que le premier bénéfice du cloud, c'est l'agilité avant la réduction des coûts. Oui. Exactement. En fait, pour notre cas, en fait, on est plutôt une petite entreprise et du coup, en fait, nous, la priorité, c'était au time to market. Et on s'est fait à l'idée d'avoir un coût d'exploitation, sachant que si on calcule vraiment le coût d'exploitation, il n'est pas vraiment très supérieur au coût d'exploitation si on était en dehors du cloud. Du coup, en fait, l'arbitrage, c'était time to market, coût d'exploitation. On a préféré le time to market, en fait. Ok, c'est très clair. Il y a une chose importante, si on veut pouvoir comparer, Pierre-Frédéric, si on veut pouvoir comparer les coûts du cloud avec ce qu'on a historiquement dans les data centers, il faut être capable de ce que j'appelle mettre en place une démarche TCO, c'est-à-dire j'ai une VM dans mon data center, combien elle me coûte? Et ça, il y a très peu d'entreprises qui sont aujourd'hui en capacité de le faire ou alors qui ont simplement débuté cette démarche. C'est vrai que le cloud rend un peu transparent les coûts de l'infrastructure finalement et permet de discuter de vrais chiffres avec le métier et de calculer des vrais retours sur investissement en comparant ce qu'ils gagnent et ce que ça coûte à l'entreprise. Oui, chose qu'on faisait pas forcément avec des choses qu'on avait achetées et qu'on raquait dans des baies. J'ai une question sur la sécurité. Le cloud n'impose-t-il pas plus de sécurité au niveau des accès? Est-ce que c'est pas plus exigeant en termes de gestion des accès qu'on donne à nos utilisateurs? Des pratiques de sécurité en termes d'architecture? Moi, pour répondre très directement à la question, j'ai évoqué le terme de MFA à un moment donné, c'est l'authentification multifacteur. En fait, c'est vrai que comme l'infrastructure n'est pas dans les murs, n'importe qui peut y accéder, donc il peut y avoir usurpation d'identité, clairement. Et donc ça me paraît très nécessaire d'empêcher l'usurpation de l'identité des administrateurs et donc de mettre en place une authentification renforcée. Mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'acteurs du cloud le proposent en standard. C'est-à-dire que Google, Amazon et autres le font très très bien et le font plus que les logiciels qu'on va trouver dans les murs de l'entreprise. Donc il y a un vrai problème, mais il y a une solution qui est apportée par les acteurs, je dirais. Les CSP ont des standards de sécurité qui sont bien plus élevés que les entreprises dans leur sein. Donc après, tout dépend encore une fois le type de service. Si on parle de sécurité vis-à-vis d'un service web exposé, les fournisseurs de services cloud proposent des WAF, des Web Application Firewall, en service managé, en payable à la consommation. Aujourd'hui, une entreprise qui voudrait installer un Web Application Firewall dans son data center, ça lui coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros par an.
Voilà, donc effectivement, on a un certain nombre de services et un certain niveau de sécurité qui est apporté par les fournisseurs cloud, mais en même temps, il faut que l'entreprise cliente ait un bon niveau de pratique d'architecture de sécurité si elle ne veut pas effectivement exposer des services dangereusement Et, sur Internet. Et aussi en matière de lutte contre les intrusions, oui, pour renforcer un peu ce que disait Yann, c'est vrai que Amazon ou Google proposent des systèmes de détection d'intrusion qui sont basés sur l'intelligence artificielle et qui sont souvent plus avancés que ce qu'on va trouver dans les entreprises. Et en particulier, Google a créé une filiale qui s'appelle Chronicle, en fait, qui travaille sur des systèmes de détection d'intrusion assez avancés. Oui. Si on devait prendre un exemple franco-français, on pourrait parler d'OVH par exemple. Si je devais comparer le système d'information, les infrastructures d'une société qui aurait ses propres data centers, elle devrait s'équiper d'Arbor pour faire de la mitigation anti-DDoS. OVH propose de l'Arbor par défaut sur toutes les infrastructures. Et sans surcoût, hein, vous souscrivez un serveur ou des workloads chez OVH et ils sont automatiquement protégés anti-DDoS par Arbor. Ok. Alors, je continue. Il va falloir qu'on conclue bientôt puisqu'on a dépassé l'heure de webinaire. J'ai une question toujours sur les modalités de notre formation. On nous pose la question de savoir est-ce qu'on fait du reskilling. Là, j'ai envie de répondre à la question en disant qu'effectivement, ça fait partie de la mission même de Central Supélec Executive Education, hein, que par ses certificats ou par ses masters, de faire monter les gens en compétences sur des métiers. Donc, on a une approche compétences et on a une approche métier. Là, on vous a parlé aujourd'hui notamment du métier d'architecte cloud et DevOps, et on essaye d'aider effectivement des gens qui ont des profils, par exemple ingénieur système ou expert système et réseau, à évoluer vers le métier d'architecte cloud et DevOps. Et on a également une question sur notre capacité à déployer nos formations à l'international. Alors, sur ce sujet-là, ce qu'on peut dire, c'est que nos intervenants donc délivrent des formations en français, mais qu'il nous arrive d'accompagner des grands comptes qui sont des multinationales sur leurs filiales étrangères. Donc, pour ma part, j'ai vu des formations déployées à Londres, à New York, à Singapour, etc. Donc, généralement en anglais. Sur le cursus dont on parle aujourd'hui, vu qu'il est en plus en blended, on pourra envisager donc un déploiement d'autant plus facilement qu'il y a une partie de la formation qui se fait à distance et ensuite la plupart de nos intervenants sont effectivement bilingues anglais, donc on doit être capable d'adresser aussi ces problématiques-là. Voilà, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui étaient posées, puis le temps passe. Donc, nous arrivons au bout de ce séminaire. Donc, ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube très prochainement. Donc, il me reste donc à remercier tous les intervenants pour leur participation, tous les personnes qui ont assisté à ce webinaire également, et puis Brice Hennequin pour l'organisation du webinaire. Surtout, n'hésitez pas à partager ce contenu avec vos collègues. Et bien sûr, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de formation. Et donc, bonne continuation à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.